Bien, on va commencer notre avant-dernier cours. Et oui, moi aussi, le soir, je pleure en pensant à voilà, ne plus pouvoir vous voir bientôt, mais en même temps, voilà, on va se retrouver pour les meilleurs d'entre vous uniquement au deuxième semestre. Voilà, ceux qui suivront le droit spécial des sociétés. Enfin, je sais à vos sourires que vous êtes de ceux-là, à moins que vous vous disiez « Ouf, je n'ai pas pris le droit spécial des sociétés » ou « Mon parcours m'évite de le prendre ». Bon, alors, assez de nostalgie, vivons ensemble nos derniers moments, ou nos avant-derniers moments, et donc on attaque avec, on était en train de voir précisément, on avait vu les modalités de prise de décision, on avait parlé de la consultation écrite, on va rapidement terminer sur ces modalités de prise de décision des associés. Il y avait une autre forme comment dire cela, une autre forme de prise particulière de décision, c'était l'expression du consentement unanime des associés dans un acte. On l'a dit, pour les sociétés, le mode de droit commun de prise de décision, c'est l'Assemblée, même si, comme je vous l'avais dit, dans les grandes sociétés, tout le monde ne va pas à l'Assemblée, et dans les petites sociétés, on peut avoir des assemblées qui sont en réalité des assemblées sur le papier. Mais dans certaines sociétés, on l'avait évoqué, la possibilité de faire une consultation écrite. Il y a moins de participation à la décision collective. Bon, mais sans doute, dans ces sociétés, on se connaît et on peut admettre qu'on pose une question par écrit et que les associés ne fassent que répondre par écrit. Et même si on ne discute pas à cette occasion, on a pu discuter par ailleurs. Et puis, on peut encore admettre un autre mode de prise de décision. Je prends les textes sur la société civile. On nous dit, article 1852, les décisions qui excèdent les pouvoirs des gérants sont prises par les associés, d'accord. 1853, les décisions sont prises par les associés réunis en assemblée. Les statuts, on l'a vu, peuvent aussi prévoir qu'elles résultent d'une consultation écrite. Et voilà, article 1854, les décisions peuvent encore résulter du consentement de tous les associés exprimés dans un acte. Donc l'idée, c'est que on n'a peut-être pas fait une assemblée pour décider qu'on vendait l'immeuble de la société. Mais si on a un acte de vente de l'immeuble avec la signature de tous les associés, à ce moment-là, on peut considérer qu'ils ont exprimé leur consentement et on peut supposer qu'ils en ont discuté avant. Donc, pour certaines sociétés, on peut admettre cet autre mode de prise de décision qui est l'expression du consentement de tous les associés dans un acte. Assemblée, consultation écrite, expression du consentement unanime des associés dans un acte. On peut avoir encore d'autres modes de prise de décision. On l'avait déjà un peu évoqué. Dans une SAS, par exemple, la loi nous dit que les statuts déterminent les conditions et les formes dans lesquelles les associés prennent leurs décisions. Eh bien, c'est l'article L227-9 du Code de commerce. On peut avoir tout ce qu'on veut en réalité. La seule limite, c'est que comme on a un texte qui est l'article 1844 du Code civil qui nous dit que les associés ont le droit de participer aux décisions collectives, il faut qu'il y ait de la décision collective ou au moins de la possibilité de décision collective. On peut prévoir que les décisions sont prises par l'envoi d'un mail et que les associés répondent. On pourrait peut-être même prévoir qu'à défaut de réponse dans un certain délai, ils sont présumés avoir accepté, peut-être, mais il faut prévoir quand même au moins la possibilité pour les associés qui le souhaitent d'avoir une discussion entre associés, même si
toutes les décisions ne font pas l'objet en pratique d'une véritable discussion. Cela doit toujours être une possibilité. On peut l'admettre éventuellement, on peut admettre ces modes particuliers de décision sans discussion véritable dans les sociétés. On l'a vu avec la société civile où les associés se connaissent, mais l'idée quand même, c'est qu'il faut toujours permettre une discussion entre les associés. Ça, c'était... Donc, je reprends mon plan un instant. Chapitre 5, le fonctionnement de la société. Section première, le fonctionnement courant de la société. Paragraphe 1er, information donnée aux organes sociaux. Paragraphe 2, les décisions prises par les associés. Très court, paragraphe 3, les décisions prises par les autres organes. Vous n'avez pas que les associés qui prennent des décisions, vous avez d'autres organes qui peuvent prendre des décisions. Pour les organes qui ne sont pas des organes collégiaux, exemple, le gérant de SARL, il va signer des contrats au nom de la société, il ne va pas faire un procès verbal de décision du gérant en pratique, mais quand l'organe est collégial, exemple le conseil d'administration d'une société anonyme, là on va avoir un procès verbal et là on a un fonctionnement avec une convocation, un ordre du jour, quelque chose qui va finalement ressembler un peu, en plus simple, à la manière dont fonctionne l'assemblée de la société anonyme. Donc quand vous avez un organe collégial, vous retrouvez une forme d'organisation qui ressemble en plus léger à ce que vous avez en matière d'assemblée des associés ou des actionnaires. Je vous signale, alors, dans les grandes sociétés, le procès-verbal du conseil d'administration, c'est un document qui est important. Il y a quelques années, j'avais participé à un groupe de travail sur... non pas sur comment rédiger le procès-verbal, mais sur les règles qui s'appliquent au procès-verbal. C'est important parce qu'on se dit, le procès-verbal, ça va, c'est bon, on ne va pas passer des heures à disserter sur comment on rédige un procès-verbal. Imaginons que vous soyez administrateur d'une société, elle se prépare à prendre une décision qui est une décision dangereuse parce qu'elle va décider, par exemple, de se lancer dans, vous savez, l'exploration des sols par fracturation hydraulique, enfin une décision importante. Vous n'êtes pas d'accord avec ça parce que vous pensez que c'est une décision qui est à la fois mauvaise pour l'environnement et dangereuse. Vous voulez vous opposer à ça. Bon. En pratique, vous allez dire, moi je ne suis pas d'accord, je vote contre, tous les autres le veulent. On va marquer que la décision est prise à la majorité des administrateurs de la société anonyme. Est-ce que ça vous suffit ? 3 ans après, la société, qui a été très entreprenante, a commencé à fracturer les sols sous toute la zone qui est autour de son champ d'exploitation. Et il y a un immeuble, un matin il est là, le matin d'après il n'est plus là, parce que la société a fragilisé trop le sol, et donc l'immeuble est rentré en partie dans le sol. Vous imaginez qu'on n'est pas content, on assigne la société n'a pas de quoi payer les dommages à intérêts monstrueux qui sont encourus, et on va dire, c'est pas grave, on va regarder qui est au conseil d'administration, parce qu'il y a peut-être des gens qui ont, c'est peut-être des personnes physiques, il y a peut-être des personnes morales, mais il y a peut-être aussi des personnes physiques. Il y a vous qui avez un bien immobilier, qui est le travail de votre vie que vous avez transformé en un bien immobilier, eh bien, on va vous saisir votre bien immobilier. Est-ce qu'on peut, petit test rapide, est-ce qu'on peut déjà exercer des poursuites contre vous? Oui? Voilà, très bon réflexe. C'est un tiers qui est en train d'agir contre vous. Il faut rapporter la preuve d'une faute séparable des fonctions du dirigeant. Donc, vous vous rappelez, faute commise intentionnellement et d'une particulière gravité. Bien. Si on arrive à démontrer cela, si on arrive à dire que la décision du conseil d'administration d'autoriser la fracturation hydraulique était une décision imprudente. Imaginons qu'à l'époque, ça a été déjà interdit, qu'on ait eu une mesure légale qui interdisait cela.
Imaginons que le conseil d'administration ait fait une décision contraire à la loi. On peut se dire que là, on a une faute séparable des fonctions. Mais qu'est-ce qu'il faut prouver si on veut engager la responsabilité des 9 administrateurs et administratrices? La responsabilité individuelle. Qu'est-ce qu'il faut prouver si on est un tiers? Mettez-vous un instant maintenant dans la peau de l'avocat des propriétaires de l'immeuble. Qu'est-ce que vous devez démontrer quand vous rédigez votre assignation en responsabilité? Oui, monsieur? D'accord, lien de causalité entre la faute du conseil et le préjudice de vos clients. Mais avant cela, quand vous devez démontrer la faute du conseil, qu'est-ce que vous devez prouver? Vous êtes en train d'assigner qui? Est-ce que vous assignez le conseil? Allez les avocats là, ça va être prescrit. Vous rédigez votre assignation. Là, c'est aujourd'hui, ça prescrit dans 10 minutes. On assigne qui? Oui. On assigne les administrateurs individuellement. Voilà, donc. D'accord, mais ça c'est le lien de causalité, vous y tenez, j'ai bien compris, mais on rédige le début de l'assignation. Donc on assigne monsieur un tel administrateur, madame un tel administrateur, et ainsi de suite. Bon. Est-ce que ça suffit de dire qu'ils ont été administrateurs et qu'ils étaient administrateurs quand le conseil a statué? On assigne la société, dit quelqu'un sur Facebook. Mais attention, on assigne la société, on a dit qu'elle n'avait pas de poids à régler. C'est pour ça qu'on s'est retourné maintenant, on agit contre les administrateurs. Et donc, on a la liste des administrateurs. Mais qu'est-ce qui nous manque? Oui. Exactement, il faut savoir qui a voté pour. Comment est-ce qu'on fait pour savoir qui a voté pour la décision qui a dit on peut faire de la fracturation hydraulique et peu importe si l'immeuble d'à côté va disparaître dans le sol? Oui? Il faut savoir qui a voté pour, qui a voté contre. Comment on le sait? On regarde le procès-verbal du conseil d'administration, qui n'est pas un document public, mais on va demander en justice à l'avoir, si on est les avocats des victimes, on va demander en justice à l'avoir. Là, on ne parle pas, je réponds à l'une d'entre vous ici, de solidarité entre les associés. On parle de responsabilité entre les administrateurs d'une société anonyme. Donc c'est une autre question. Si on peut prouver la décision du conseil, les personnes qui ont voté la décision sont responsables, et elles peuvent être responsables solidairement, c'est vrai. Mais vous vous rappelez de l'arrêt Crédit Martiniquet, il nous dit que c'est, quand le conseil a pris une décision, c'est à chaque administrateur de prouver qu'il a voté contre. Le principe, c'est que l'administrateur est présumé avoir participé par son action ou son abstention, c'est l'arrêt Crédit Martiniquet du 30 mars 2010, il est présumé avoir participé à la décision fautive. Et c'est à chaque administrateur de prouver que soit pour de bonnes raisons, il n'a pas participé. Ben, si l'État, pour répondre à une de vos questions, était administrateur, l'État pourrait voir sa responsabilité engagée. C'est en tous les cas à l'administrateur de prouver qu'il n'a pas participé pour de bonnes raisons. Il était malade et il a un mot de son médecin qui dit qu'il a une grosse grippe et qu'il ne peut pas participer au conseil d'administration. On rigole, mais parfois ça peut sauver un patrimoine, puisque l'arrêt Crédit Martiniquet nous laisse entendre qu'on peut avoir de bonnes raisons pour ne pas être là, mais il faut pouvoir les prouver. Si on n'a pas établi qu'on n'était pas là pour des raisons légitimes, eh bien, on a participé par son abstention. Ça ne veut pas dire grand-chose participer par son abstention, mais ça veut dire que si on est administrateur, et c'est l'arrêt Crédit Martiniquet qui nous le dit, on a le devoir de s'opposer aux décisions fautives, d'agir en administrateur prudent et diligent. Et donc, c'est à l'administrateur de prouver qu'il s'est opposé à la décision ou qu'il n'a pas participé pour de bonnes raisons. Donc, si vous vous êtes effectivement opposé à la décision fautive,
vous avez demandé que dans le procès-verbal, on indique que c'était bien vous qui vous êtes opposé, parce que sinon le risque, c'est que des années après, devant le tribunal, tout le monde dira « bah oui, on a indiqué que c'était à la majorité, mais c'est moi qui courageusement me suis opposé à la décision, c'est pas lui, lui il a voté pour, alors que vous êtes le seul à avoir voté contre ». C'est important de vous réserver la preuve de votre vote négatif. Donc le jour où on fait le procès-verbal du Conseil, vous dites « attention, je veux qu'il soit écrit dans le procès-verbal du Conseil que le vote négatif, c'est moi, et je veux qu'on indique mon nom. » Je vous signale, alors, les différentes sociétés prévoient soit un renvoi au statut, soit des règles légales pour la manière dont le Conseil prend ses décisions. Je vous signale une règle qui s'applique aux différentes sociétés commerciales, c'est l'article L235-14 du Code de commerce, où on nous dit « le fait pour le président des organes de direction et d'administration ou le président de séance de ces organes de ne pas constater les délibérations de ces organes par des procès-verbaux et sanctionner par la nullité des délibérations des 10 organes. » Donc, le procès-verbal devient une condition de validité des décisions de ces organes collégiaux de direction et d'administration. Il y aurait pas mal de choses à dire sur ce texte parce que bon, ça doit s'appliquer aux organes collégiaux. Mais c'est vrai qu'on vous parle du président des organes de direction. Est-ce qu'on n'a pas un risque qu'on considère que L235-14, est-ce qu'on n'a pas un risque qui est que le directeur général soit vu comme le président de l'organe de direction qu'il est lui-même? Ne tomberons pas dans l'excès de formalisme, mais en tous les cas, donc voilà une règle qui s'applique, L235-14 du Code de commerce, à toutes les sociétés commerciales. Paragraphe 4, les organes de contrôle. On va parler de deux types d'organes de contrôle. Le premier, c'est les commissaires aux comptes. Et le deuxième, ce sont d'autres organes que l'on évoquera plus rapidement, qui sont les comités spécialisés et les administrateurs indépendants. Grand A, les commissaires aux comptes. Les commissaires aux comptes, c'est un organe particulier qu'on rencontre dans d'autres droits que le droit français. C'est un organe qui est un organe de la société, mais qui est un organe de contrôle. Et du coup, qui doit avoir une certaine indépendance par rapport à la société. Donc c'est un peu particulier comme situation. C'est un organe de la société, mais en même temps, c'est un organe qui fait l'objet de règles légales qui visent à préserver son indépendance. Donc on parle ici des commissaires aux comptes, ceux que l'on appelle en pratique les CAC. Et les CAC, ils font l'objet, oui je sais, c'est pas très joli, ils font l'objet de règles que vous avez dans le Code de commerce. Alors elles sont reproduites dans le Code des sociétés. Vous avez dans le Code de commerce un livre 8, donc article L800 et quelques. Le titre du livre 8 du Code de commerce, c'est « De quelques professions réglementées ». Voilà, tout ça est assez... Tiens, voilà quelques professions réglementées, on les met là-dedans. Et donc, dans les quelques professions réglementées qui passent par là, eh bien, on a un titre 2, des commissaires aux comptes. Et donc, voilà les articles L820 et suivants. Et donc, on va nous parler ici des règles qui s'appliquent aux commissaires aux comptes. Alors, à une époque, on avait les règles sur les commissaires aux comptes, surtout mélangées avec les règles sur les sociétés anonymes. Parce que la société anonyme a nécessairement un commissaire aux comptes. Et donc, on considérait qu'on pouvait mettre les règles sur les CAC à cet endroit-là, et on pouvait faire des renvois en disant quand un commissaire aux comptes intervient dans une autre
entité que la SA, on renvoie au texte sur la SA. Et puis on a finalement pris les textes sur les commissaires aux comptes et on les a placés dans ce livre 8. Vous avez, l'un d'entre vous pose la question à l'instant, vous avez une ordonnance récente, ordonnance du 17 mars 2016, qui a retouché les règles sur les commissaires aux comptes, essentiellement pour mettre le droit français en conformité avec une directive et un règlement européen. Puisque les exigences que l'on demande, qu'on impose aux commissaires aux comptes, notamment en termes d'indépendance, ce sont des exigences que l'on veut identiques ou avec un minimum identique dans les différents États de l'Union européenne, parce qu'on veut que le contrôle exercé sur les sociétés, ou du moins sur les sociétés que l'on vise, sociétés par action essentiellement, on veut que ce contrôle, il réponde aux mêmes standards suivant les différents États. Une ordonnance récente du 17 mars 2016 qui a retouché le statut des commissaires aux comptes. Je signale d'ailleurs que ce week-end, on a eu, ce sera du coup une loi du 9 décembre 2016, on a eu publication au JO. Donc loi du 9 décembre 2016, Sapin 2, demain on touchera un mot rapide pour notre dernière séance, on touchera un mot rapide des quelques innovations importantes, notamment la fameuse règle sur le say on pay qu'on avait évoquée. Vous aurez la dernière, vous aurez des précisions sur ce que dit exactement cette loi. Donc, commissaire aux comptes, qu'est-ce qu'il faut dire sur les commissaires aux comptes? 3 points, leur statut, leur rôle, leur responsabilité. Leur statut, premier point, le commissaire aux comptes, c'est un organe qui est, suivant les sociétés, obligatoire ou facultatif. Donc, organe qui est, suivant les sociétés, obligatoire ou facultatif. Il est obligatoire dans toutes les sociétés anonymes et dans les sociétés en commandite par action. Donc, dans les SA et dans les sociétés en commandite par action, le commissaire aux comptes est obligatoire. Dans d'autres sociétés, il est facultatif. Dans les SARL, il n'est obligatoire que si la société dépasse certains seuils. C'est pour cela que, en dessous de certains seuils, le commissaire aux comptes reste facultatif. Je suis en SARL, j'ai une petite SARL, je vais vous indiquer les seuils, mais si j'ai une petite SARL, je n'ai pas besoin d'avoir un commissaire aux comptes, je peux en avoir un. Si j'estime que c'est utile à ma société, je peux en avoir un. Je vous précise tout de suite ce que va faire le commissaire aux comptes. Il va vérifier que les comptes de la société sont tenus conformément aux normes comptables. Il va, si c'est le cas, certifier les comptes de la société. Et il va jouer un rôle dans différentes occasions. Il va donner des informations aux associés. Il va vérifier qu'on respecte bien l'égalité entre les associés. Il va faire des rapports sur certaines décisions, sur certaines opérations de la société. Donc, il a ce rôle particulier. Il va éventuellement tirer le signal d'alarme. Il a un pouvoir d'alerte, on va en parler aussi. Et il va éventuellement aller rapporter, c'est-à-dire que s'il constate qu'il y a des comportements qui sont des comportements délictueux dans la société, il a l'obligation de les signaler. Bon, voilà. Tout ça, on va en parler après plus en détail, mais c'est juste pour que vous ayez en tête, puisqu'on dit c'est obligatoire, c'est pas obligatoire, pour que vous ayez en tête à quoi ça correspond la fonction de commissaire aux comptes. Donc, pour certaines sociétés, il est toujours obligatoire, exemple société anonyme. Pour d'autres sociétés, il n'est obligatoire que si on dépasse certains seuils,
Exemple, la SARL, et dans la SARL, on procède par un renvoi. Je retrouve, voilà, c'est l'article R221-5. Alors, ça part des textes sur les sociétés en non collectif. Pour les sociétés en non collectif, on vous dit, sont tenus, mais on va appliquer le même système pour les SARL, sont tenus de désigner au moins un commissaire aux comptes les sociétés qui dépassent à la clôture de l'exercice social les chiffres fixés par décret en Conseil d'État pour deux des critères suivants: total du bilan, montant hors taxe du chiffre d'affaires ou nombre moyen de salariés. Donc vous avez trois critères: total du bilan, chiffre d'affaires, nombre moyen de salariés. Si vous dépassez deux seuils sur les trois, vous devez nommer un commissaire aux comptes. Et c'est l'article R221-5 qui va nous dire quels sont les seuils. Et les seuils en question, c'est pour le total du bilan, c'est 1 550 000 euros. Pour le montant hors taxe du chiffre d'affaires, c'est 3 100 000 euros. Et pour le nombre de salariés, c'est 50. Donc, quand vous avez une société qui a, par exemple, qui va dépasser 50 salariés et qui va avoir un chiffre d'affaires de 5 millions d'euros, parce que cette année, elle a développé beaucoup son activité, si à la fin de l'exercice, on dépasse ces seuils, là on dépasse deux seuils, eh bien, il faut nommer un commissaire aux comptes. Peut-être que la société va se dire « Oh là là, je n'ai pas envie d'avoir un commissaire aux comptes parce que ça va être des contraintes, ça va être des coûts particuliers, ça va coûter, je crois savoir, en tarif minimum, ça coûte quand même 6 000 euros par an. Alors si vous avez un chiffre d'affaires aussi important, c'est peut-être pas très important pour vous, 6 000 euros, mais voilà, on pourra parler aussi de la rémunération des commissaires aux comptes. L'un d'entre vous demande quel rapport entre le comptable et le commissaire aux comptes de la société. La question est importante parce que c'est vrai que les deux touchent à la comptabilité de la société, mais pas de la même manière. Le comptable de la société, qui peut être un salarié qui a fait des études de comptabilité, ou qui peut être un expert comptable, c'est-à-dire une profession libérale qui intervient précisément comme profession libérale, lui, il fait la comptabilité de la société. C'est lui, salarié ou expert comptable, c'est lui qui tient les comptes de la société, c'est lui qui s'assure que les opérations de la société reçoivent la traduction comptable correcte. Et le commissaire aux comptes, lui, ne fait pas les comptes de la société, il est indépendant par rapport à la société. Lui, il va regarder si les comptes de la société, tels qu'ils ont été faits, donnent une image sincère et exacte du patrimoine et de la situation de la société. Donc lui, il s'assure que la société a une comptabilité qui est conforme aux normes comptables. Oui. Le comptable peut avoir une responsabilité, mais alors, si c'est un salarié, il est responsable comme tout salarié. S'il travaille mal ou si c'est l'expert comptable qui fait des erreurs, oui, il peut engager sa responsabilité. Il engage sa responsabilité si, par exemple, je ne sais pas, il n'a pas, l'expert comptable n'a pas demandé que tel risque fasse l'objet d'une provision dans les comptes de la société. Si on a une provision, ça veut dire qu'on a considéré qu'il y avait un élément, un passif, alors certes seulement potentiel, mais à prendre en compte, donc il faut provisionner, et ça veut dire que si on n'a pas pris ça en compte, on a considéré du coup que le bénéfice était plus important, on a peut-être distribué ce bénéfice, on va découvrir après coup que, oh, ça n'est pas le cas, on aurait dû provisionner, on ne l'a pas fait. Pourquoi ? Parce que l'expert comptable a mal travaillé, alors c'est peut-être le commissaire aux comptes qui va le dire, qui va dire
je constate que vous n'avez pas fait une provision et je considère que ce n'est pas normal et je refuse de certifier les comptes. La société va à ce moment-là avoir un problème parce que des comptes non certifiés, c'est un très mauvais message qu'on envoie aux créanciers, aux clients, etc. Et donc, peut-être qu'elle va à ce moment-là passer la provision, mais ça veut dire que du coup, elle a peut-être, elle va plus pouvoir distribuer autant qu'elle le souhaitait. Bref, oui, et à ce moment-là, on peut se retourner vers le salarié ou l'expert comptable en lui demandant pourquoi est-ce qu'il n'a pas passé la provision. Et à ce moment-là, peut-être qu'il commet une faute qui engage sa responsabilité. Oui, tout à fait. Donc, le commissaire aux comptes, c'est une figure qui est obligatoire ou facultative, mais quand il n'est que facultatif, pour la SARL par exemple, il devient obligatoire au-dessus d'un certain seuil. Vous l'avez aussi dans la société par action simplifiée, qui est, je vous l'ai déjà dit, une forme de société qui est de plus en plus importante. Vous avez eu une bagarre entre les commissaires aux comptes et le gouvernement et le Parlement, parce qu'il y a quelques années, en 2008, on avait décidé que dans les SAS, le commissaire aux comptes n'était plus systématiquement obligatoire. Et donc les commissaires aux comptes se sont émus de ça, et il y a eu une action des commissaires aux comptes. Je ne crois pas, alors il y a peut-être des commissaires aux comptes qui sont en train d'écouter ces propos. J'en ai invité quelques-uns ce matin via Twitter à réagir éventuellement à ces propos. Les commissaires aux comptes ont fait une action, alors ce n'est pas une action, ils n'ont pas été attendre en bas de chez eux les ministres pour leur casser la figure, mais ils ont fait une action de communication, donc de lobbying, pour dire qu'ils n'étaient pas d'accord avec le fait qu'on les retire par principe des sociétés par action simplifiée. Et la bagarre a continué parce qu'on a dit que le commissaire aux comptes demeurerait obligatoire dans les sociétés par action simplifiée dépassant certains seuils. Et les commissaires aux comptes ont défendu l'idée, et ça s'est traduit finalement dans les textes, les seuils dans la SAS sont plus bas que les seuils que j'ai évoqués pour les SARL. Par exemple, ce n'est pas le seuil de 50 salariés, c'est le seuil de 20 salariés dans les SAS. Donc ça veut dire que c'est l'article R227-1, si je ne me trompe pas. Voilà, R227-1. Total du bilan, c'est plus 1 550 000, c'est 1 million. Chiffre d'affaires, c'est plus 3 100 000, c'est 2 millions. Et nombre de salariés, c'est pas 50, c'est 20. Ça veut dire que si vous faites une SAS, c'est beaucoup plus vite que le commissaire aux comptes devient obligatoire. En 2008, on avait fait ça en disant il ne faut pas ajouter aux toutes petites entreprises qui se constituent sous forme de SAS une contrainte supplémentaire qui est d'avoir un commissaire aux comptes. Les commissaires aux comptes se sont battus contre ça. Ça représente en réalité des sommes très importantes, cette bataille, parce que les SAS, je vous l'ai dit, elles représentent aujourd'hui, dans la création des sociétés commerciales, c'est la moitié des sociétés commerciales nouvelles sont des SAS. Donc, si le commissaire aux comptes, par principe, n'est pas dans la SAS, vous comprenez que c'est un marché très important pour la profession qui disparaît. Donc, vous imaginez que quand vous êtes commissaire aux comptes, ou quand vous êtes les représentants de la profession des commissaires aux comptes, vous allez vous battre pour éviter qu'on fasse disparaître votre activité. Le commissaire aux comptes, c'est un organe qui, lorsqu'il est obligatoire, eh bien, vous avez intérêt à ne pas l'oublier. Alors, pour votre compréhension, les textes sur les commissaires aux comptes, dans le Code des sociétés, ils sont dans une annexe particulière. C'est le cas pour le Code Dalloz, c'est le cas pour le Code LITEC. Ils sont dans une annexe particulière du Code des sociétés de ses éditeurs. Qu'est-ce qui se passe si on n'a pas nommé de commissaire aux comptes alors qu'il fallait le nommer? Eh bien, si on n'a pas nommé de commissaire aux comptes alors qu'il fallait le nommer, on a des problèmes parce que, déjà, on nous dit, article L820-3-1 du Code de commerce, qu'à défaut de désignation régulière des commissaires aux comptes, ou quand ils ne font pas leur rapport, enfin aussi
Voilà, c'est à défaut de désignation régulière ou sur le rapport de commissaire aux comptes nommé ou demeuré en fonction contrairement aux dispositions du présent titre, alors on vous dit que les décisions qui sont prises par la société sont nulles. Donc il y a une cause de nullité lorsque on prend des décisions sans commissaire aux comptes. C'est assez radical. C'est pas forcément d'ailleurs très cohérent tout ça, parce que vous vous rappelez que pour les sociétés commerciales, on vous a dit que article L235-1, on vous dit que la nullité d'un acte modifiant les statuts ne peut résulter que d'une disposition expresse du présent livre ou des lois qui régissent la nullité des contrats. C'est l'article, et l'article dont on vient de parler, c'est l'article L820-3-1. Et donc, ça n'est pas un article du présent livre. Le présent livre, quand L235-1 vous parle, c'est le livre 2. Et là, on est dans le livre 8 du Code de commerce, donc ce n'est pas un article du présent livre. Donc, quand vous aurez une décision qui modifie les statuts, vous n'aurez pas de nullité du fait que la société n'avait pas de commissaire aux comptes, parce qu'on n'a pas affaire à une disposition du présent livre, au sens de l'article L235-1. Et puis, vous aurez l'occasion de réfléchir à cette question, puisque, nonobstant toute disposition contraire, est puni d'un emprisonnement de 2 ans et d'une amende de 30 000 € le fait pour le dirigeant d'une personne ou d'une entité tenue d'avoir un commissaire aux comptes qui n'en provoque pas la désignation, et puni de la même peine le dirigeant qui ne convoque pas le commissaire aux comptes en assemblée générale. Là, c'est l'article donc L820-4, l'article suivant. Si vous ne convoquez pas le commissaire aux comptes, ou si vous ne désignez pas le commissaire aux comptes, eh bien, vous avez des sanctions d'emprisonnement. Donc, vous le voyez, c'est quand même quelque chose qui est très sévère. Pourquoi est-ce que vous avez ça? Parce que l'idée, c'est que si on a mis en place cet organe, c'est pour qu'il assure le contrôle des sociétés. Et si vous commencez par ne pas le nommer, on peut penser que c'est parce que vous vous préparez à faire des opérations illicites et que vous voulez le faire sans le contrôle prévu par la loi. Donc, voilà pourquoi on a prévu des sanctions particulières, des sanctions qui sont des sanctions lourdes. Le commissaire aux comptes, donc, c'est une profession réglementée. Le commissariat aux comptes, c'est une profession réglementée. Profession réglementée, ça veut dire que la loi soumet les commissaires aux comptes à des conditions particulières. Si vous dites que vous êtes commissaire aux comptes alors que vous ne l'êtes pas, vous allez en prison. Article L820-5, mais là, vous n'y allez qu'un an. Pour être commissaire aux comptes, il faut être inscrit sur une liste professionnelle. Oui, pour répondre à l'un d'entre vous, le commissaire aux comptes, il assure aussi un but de protection des tiers, parce que le fait qu'une société ait sa comptabilité et son fonctionnement qui procèdent de manière régulière, ça protège à la fois les associés, mais ça protège aussi les tiers. Si je suis en affaire avec une société, je n'ai pas envie que sa comptabilité soit faite de manière complètement fantaisiste et qu'elle disparaisse du jour au lendemain parce qu'elle n'avait pas, par exemple, provisionné un risque très important. Les commissaires aux comptes font l'objet d'un contrôle, alors contrôle qui est à la fois sur leur inscription sur la liste professionnelle. Ça a changé avec l'ordonnance de mars 2016. Avant, il y avait des chambres régionales d'inscription.
Maintenant, c'est une entité qui est le H3C, le Haut Conseil du Commissariat aux comptes, mais H3C, ça fait guerre des étoiles, ça fait Z6PO, alors que HCCCC, ça fait pas très joli. Voilà, donc le H3C, c'est l'organe qui va désormais contrôler que les commissaires aux comptes sont bien, remplissent les conditions et sont du coup inscrits sur la liste des commissaires aux comptes. Ils font également l'objet d'un contrôle disciplinaire. Le commissaire aux comptes qui ne respecte pas la loi, qui ne respecte pas les règles déontologiques des commissaires aux comptes, eh bien, il s'expose à de la responsabilité civile, peut-être de la responsabilité pénale, mais en plus des sanctions disciplinaires, comme il va pouvoir avoir un avertissement, il va pouvoir avoir une suspension ou une radiation. Une suspension, c'est une mesure qui est très contraignante, parce que ça veut dire que le commissaire aux comptes, qui avait des mandats qui contrôlaient l'activité, enfin le fonctionnement de plusieurs sociétés, doit abandonner tous ses mandats pendant le temps de la suspension. Ce sont des questions que je vois à titre personnel, puisque j'ai le privilège, ce n'est pas secret, de faire partie de la commission de discipline de la Cour, enfin, qui est rattachée à la Cour d'appel de Paris pour les commissaires aux comptes. Voilà. Donc, c'est des questions qui sont importantes, et les commissaires aux comptes, c'est une profession qui appelle un contrôle disciplinaire sérieux, puisque si vous ne contrôlez pas l'organe de contrôle, vous pouvez imaginer que les sociétés vont avoir du mal à avoir une activité qui fonctionne correctement. Le commissaire aux comptes, il est nommé comment? Le commissaire aux comptes, on a un article qu'il faut prendre, qui est l'article L823-1 du Code de commerce. L823-1. On nous dit, en dehors des cas de nomination statutaire, les commissaires aux comptes sont désignés par l'Assemblée générale ordinaire dans les personnes morales qui sont dotées de cette instance. Donc c'est l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires dans une société anonyme qui va nommer le commissaire aux comptes. Vous nommez un commissaire aux comptes titulaire, vous nommez un commissaire aux comptes suppléant, donc si le titulaire disparaît pour une raison ou pour une autre, ou est contraint de démissionner, ou si la société met fin à ses fonctions, eh bien on a à ce moment-là un commissaire aux comptes suppléant qui va entrer en fonction, et le commissaire aux comptes, c'est l'article L823-3, lui va être nommé pour un mandat de 6 exercices. Vous avez des règles particulières, je n'entre pas dans ce détail-là, mais vous avez des règles particulières sur la rémunération du commissaire aux comptes. C'est une rémunération qui n'est pas libre, c'est une rémunération qui est à la fois fonction des usages et fonction de la taille de la société et de son activité. Pour éviter qu'une société rémunère beaucoup son commissaire aux comptes pour qu'il exerce un contrôle plus indulgent, on ne laisse pas cette question entièrement à la main de la société ou du commissaire aux comptes. De même qu'on ne laisse pas entièrement libre la question de la cessation des fonctions du commissaire aux comptes. Une fois qu'il est en fonction, on a des cas qui sont limitativement prévus de cessation des fonctions du commissaire aux comptes. La société ne peut pas le débarquer pour n'importe quel motif, mais même lui ne peut pas démissionner pour simple convenance. On avait une affaire, il y a un arrêt de la Cour de cassation
qui est assez intéressant, un arrêt du 6 novembre 2012, où vous avez des personnes qui transforment une SARL en société par action simplifiée. Et elles font ça à peu près, donc chambre commerciale de la Cour de cassation, 6 novembre 2012, et ces personnes font ça au moment où le commissaire aux comptes n'est plus obligatoire dans les SAS. C'est dommage parce qu'elles ne lisent pas assez l'actualité juridique. La transformation prend effet le 1er janvier 2009, elle nomme un commissaire aux comptes le 1er janvier 2009, et c'est ce jour-là que les SAS n'ont plus obligatoirement de commissaire aux comptes. Et puis quelqu'un arrive et dit « Mais dis donc, t'as vu, on a nommé un commissaire aux comptes, on n'avait même plus besoin, dis donc. » Et alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont voir le commissaire aux comptes et ils lui demandent s'il veut bien démissionner, puisqu'on n'a pas besoin de lui. Et lui, comme il est sympa, il dit « Bah oui, pas de problème, je démissionne. » Sauf que, derrière, le greffe du tribunal de commerce va refuser d'acter, de donner effet à la démission, parce qu'il dit non, c'est pas possible, vous ne pouvez pas démissionner, moi je refuse de marquer que vous quittez vos fonctions si vous ne me montrez pas que la démission est faite pour une cause légitime. Vous ne pouvez pas démissionner comme ça par simple convenance. Et donc, ce que va dire l'arrêt de la Cour de cassation, finalement, c'est que la démission faite pour simple raison de convenance ne serait pas légitime et que quand vous avez nommé le commissaire aux comptes pour les 6 exercices, il va jusqu'au bout de son mandat. Donc la société qu'il avait nommée en 2009, elle l'a eu jusqu'en 2015 parce que, eh bien, il était nommé pour 6 exercices. Et le fait qu'on se soit rendu compte que sa désignation n'était pas obligatoire, eh bien, ce n'était pas une cause légitime de démission du commissaire aux comptes. Donc quand on a nommé cet organe, oui, alors on a des cas, si on s'entend très mal avec lui, en cas de faute, par exemple, du commissaire aux comptes, eh bien, on pourra le relever de ses fonctions, mais voilà, c'est des choses qui sont faites par décision de justice pour le relevé de fonctions. Ce sont des choses qui ne sont pas... Voilà, c'est pas comme tout mandat où si on en a marre du mandataire, on peut lui dire qu'on met fin à ses fonctions. C'est un organe auquel on veut donner une certaine stabilité. Il n'est pas inamovible, mais on ne veut pas qu'il soit fragilisé. Donc quand il a un mandat pour 6 exercices, il est là pour 6 exercices et il doit exercer son contrôle de manière qui est une manière suffisamment diligente et avec la sévérité, avec la rigueur attendue du commissaire aux comptes. Donc vous voyez, c'est un rôle qui est un peu particulier parce qu'il est à la fois un organe de la société, mais un organe qui est un organe de contrôle et qui fait l'objet d'un statut légal. Alors quel est précisément le rôle du commissaire aux comptes? Deuxième point, le rôle du commissaire aux comptes, il a plusieurs types de missions. La première mission qu'il exerce, c'est précisément un devoir de contrôle. Devoir de contrôle sur la régularité et sur la sincérité des comptes de la société. C'est l'article L823-9 qui nous le dit. Les commissaires aux comptes certifient, le mot est important, certifient en justifiant de leurs appréciations que les comptes annuels sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé, ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la personne ou de l'entité à la fin de cet exercice. Donc c'est l'article L823-9. Et donc le commissaire aux comptes va faire un rapport où il va expliquer que les comptes sont sincères et sont tenus correctement et va certifier, ou va sinon ne pas certifier, va éventuellement formuler aussi des réserves. Il peut certifier en émettant des réserves. Donc voilà une première mission du commissaire aux comptes. Et c'est une mission qui a un caractère permanent, ce qui fait que si le commissaire aux comptes doit voir dans la comptabilité des choses irrégulières qui ont été faites avant qu'il arrive, il engage sa responsabilité s'il ne signale pas ces choses irrégulières,
même si leur origine est antérieure à son entrée en fonction. Donc première mission, premier devoir, devoir de contrôle. Deuxième mission, qui est très importante, il a une mission d'information. Il doit informer, il doit éclairer différents organes de la société, les assemblées d'actionnaires auxquelles il fait des rapports, mais également les dirigeants avec lesquels il a un certain nombre de relations. Donc il a un rôle d'information interne dans la société. Par exemple, on l'avait déjà évoqué, sur les conventions réglementées, il va faire un rapport sur les conventions réglementées. Il informe aussi des personnes qui ne sont pas les associés ou des organes de la société. Par exemple, il peut donner des informations aux salariés de la société. On vous dit que le comité d'entreprise peut convoquer le commissaire aux comptes pour lui demander des explications sur les postes comptables de la société. Et puis, il y a cette information particulière qui est donnée. Alors, ce n'est pas un organe social. On vous dit, c'est l'article L823-12, les commissaires aux comptes signalent à la plus prochaine Assemblée générale les irrégularités et inexactitudes relevées par eux au cours de l'accomplissement de leur mission. Ils révèlent au procureur de la République les faits délictueux dont ils ont eu connaissance, sans que leur responsabilité puisse être engagée par cette révélation. C'est une phrase qui est assez riche et qui est assez importante. Ils révèlent au procureur de la République les faits délictueux dont ils ont eu connaissance, sans que leur responsabilité puisse être engagée par cette révélation. Il y a un texte qu'il faut signaler en rapport avec ça. L'article L820-7, je suis commissaire aux comptes, je vois que le dirigeant pique dans la caisse. J'ai l'obligation de le révéler, mais moi je suis commissaire aux comptes, mais je ne suis pas une balance, moi, donc je ne dis rien. Commissaire aux comptes, certes, mais loyal. Bon, alors, ce n'est pas la bonne manière de procéder hein, si on veut être commissaire aux comptes, parce qu'on nous dit L820-7 est puni d'un emprisonnement de 5 ans et d'une amende de 75 000 €. Le fait pour la personne qui est commissaire aux comptes de ne pas révéler au procureur de la République les faits délictueux dont il a connaissance. Donc, vous avez intérêt à suivre le devoir qui vous est donné de révéler les faits délictueux. Le fait que vous ayez, ça mérite d'être signalé, il y a une immunité. C'est-à-dire que si le commissaire aux comptes signale des choses, mais en réalité, ça n'était pas, il s'est trompé, il a cru voir des prélèvements irréguliers, ce n'en était pas, eh bien, il y a une immunité qui bénéficie au commissaire aux comptes. En pratique, le commissaire aux comptes, oui, il va révéler les faits délictueux, mais s'il est extrêmement sévère et qu'il signale à tour de bras, on peut se dire qu'il aura peut-être moins d'activité parce qu'on va peut-être moins le choisir, et ça ne vaut pas que pour les faits délictueux, ça vaut pour le niveau d'exigence. Si un commissaire aux comptes est hyper sourcilleux, hyper exigeant surtout, eh bien il y a un risque qu'on le choisisse moins comme commissaire aux comptes parce qu'il aura une réputation pas d'empêcheur de tourner en rond, mais en tous les cas d'une personne qui va compliquer à l'excès le fonctionnement de la société. Le commissaire aux comptes, troisième fonction, il a un devoir d'alerte. Il faut aller voir les textes particuliers sur le devoir d'alerte. C'est la procédure d'alerte, article L234-1 et suivant du Code de commerce. On vous dit quoi? Que lorsque le commissaire aux comptes relève à l'occasion de sa mission
des faits de nature à compromettre la continuité de l'exploitation. Donc, s'il constate un fait grave qui pourrait porter atteinte au fonctionnement et finalement à l'existence de la société, il doit mettre en œuvre une procédure particulière. C'est quoi la procédure particulière? C'est qu'il doit informer le président du conseil d'administration ou du directoire. Donc il commence par informer le dirigeant principal. À défaut de réponse sous 15 jours, ou si la réponse ne lui permet pas d'être assuré de la continuité de l'exploitation, le commissaire aux comptes, par exemple, on fait de la fracturation hydraulique alors que c'est interdit. On se rend compte, le commissaire aux comptes ne le savait pas, et puis voilà, il y a une plainte qui est déposée contre la société. Le commissaire aux comptes va considérer que c'est un fait de nature à compromettre la continuité de l'exploitation. Il va demander aux dirigeants il va informer de cela, il attend une réponse du dirigeant. À défaut de réponse sous 15 jours, ou si la réponse n'est pas satisfaisante, le commissaire aux comptes invite par un écrit dont copie est transmise au président du tribunal de commerce, le président du conseil, à faire délibérer le conseil sur les faits relevés. Le commissaire aux comptes est convoqué à cette séance, la délibération du conseil est communiquée au président du tribunal et au comité d'entreprise. Enfin, déjà, on est en train d'impliquer pas mal de monde. Lorsque le conseil n'a pas été réuni, ou lorsque le commissaire aux comptes n'a pas été convoqué, ou si le commissaire aux comptes constate que, en dépit des décisions prises, il y a toujours un risque, la continuité de l'exploitation demeure compromise, une assemblée générale est convoquée dans des conditions et délais fixés par décret en Conseil d'État. Le commissaire aux comptes fait un rapport spécial présenté à cette assemblée. Et enfin, si à l'issue de la réunion de l'assemblée, le commissaire aux comptes constate que les décisions ne permettent pas d'assurer la continuité de l'exploitation, il informe de ces démarches le président du tribunal de commerce et lui en communique le résultat. L'idée, c'est qu'on a une procédure en plusieurs étapes. Au début, on dit aux dirigeants autour d'un café, dites donc, est-ce que c'est normal qu'on ait une plainte contre la société ou que la société n'ait plus de trésorerie du tout? Et puis, progressivement, on va monter dans la gamme des sanctions et au final, la balle passe au président du tribunal, l'idée étant que le tribunal va à ce moment-là se demander si la société ne doit pas faire l'objet d'une des procédures du livre 6 du Code de commerce, conciliation, sauvegarde, redressement judiciaire ou liquidation judiciaire. Donc c'est le début, et vous voyez du coup l'utilité pour une société d'avoir un commissaire aux comptes, parce que ça veut dire qu'il n'y a pas juste les associés qui espèrent que tout ira bien et le dirigeant qui serre les dents et qui ne révèle pas les difficultés. Il y a quelqu'un qui, légalement, a le devoir de vérifier qu'on n'a pas d'effet de nature à compromettre la continuité de l'exploitation. Et si le commissaire aux comptes le voit, il doit mettre en œuvre cette procédure. Donc, avoir un commissaire aux comptes, ça veut dire avoir mis un signal d'alarme dans l'entreprise. Et ça joue, il y a d'autres signaux d'alarme, mais ça a une efficacité. Dernier devoir légal du commissaire aux comptes, le contrôle du respect de l'égalité. C'est l'article L823-11. On n'a pas de texte qui nous dise qu'il y a un principe, on en avait parlé, qui nous dise qu'il y a un principe d'égalité entre les associés ou entre les actionnaires. Mais on a un texte, article L823-11, qui nous dit que les commissaires aux comptes s'assurent que l'égalité a été respectée entre les actionnaires, associés ou membres de l'organe compétent. Donc, aucun texte ne dit il y a une règle d'égalité, mais on dit que le commissaire aux comptes s'assure du respect de la règle d'égalité. Donc, c'est un peu la seule affirmation légale de cette règle d'égalité. Incidemment, parce qu'on dit au commissaire aux comptes qu'il doit vérifier qu'elle est respectée, on comprend qu'il y a une règle d'égalité qui doit valoir pas seulement dans les entités qui ont un commissaire aux comptes, bien sûr.
Dernier point, la responsabilité. Oui, pardon. Alors, oui, c'est un point effectivement important aussi. Règle sur l'indépendance des commissaires aux comptes. Le commissaire aux comptes, c'est quelqu'un qui doit effectivement être indépendant. C'est pour cela qu'on vous dit, et c'est l'article L822-10, on vous dit que les fonctions, enfin c'est un des articles, on va voir, les fonctions de commissaire aux comptes sont incompatibles avec toute activité ou tout acte de nature à porter atteinte à son indépendance, avec tout emploi salarié, avec toute activité commerciale, qu'elle soit exercée directement ou indirectement. Donc vous avez déjà un principe général d'indépendance du commissaire aux comptes, mais on vous précise encore, article L822-11, qu'il est interdit au commissaire aux comptes d'accepter une mission de certification auprès, alors ce n'est pas de toute société, c'est d'une entité d'intérêt public, lorsque, au cours de l'exercice précédent, celui dont les comptes doivent être certifiés, le commissaire aux comptes ou un membre de son réseau a fourni à l'entité différents services. On vous dit encore qu'il est interdit au commissaire aux comptes de fournir à l'entité d'intérêt public dont il certifie les comptes un certain nombre de services, ainsi que les services portant atteinte à l'indépendance du commissaire aux comptes qui sont définis par le code de déontologie. Et on vous dit, et là c'est plus général parce que là on vous vise toutes les entités contrôlées, il est interdit au commissaire aux comptes d'une personne ou d'une entité qui n'est pas une entité d'intérêt public de fournir directement ou indirectement à celle-ci ou aux sociétés qui la contrôlent ou qui sont contrôlées par elle les services portant atteinte à l'indépendance du commissaire aux comptes qui sont définis par le code de déontologie. C'est pour ça notamment que, quand on disait tout à l'heure, et c'était votre question, est-ce que c'est la même chose, ou c'était la question de quelqu'un, est-ce que c'est la même chose expert comptable, commissaire aux comptes, vous n'avez pas le commissaire aux comptes qui fait la comptabilité de la société en même temps. En pratique, le commissaire aux comptes, c'est généralement quelqu'un qui est expert comptable. Mais il n'est pas commissaire aux comptes pour les sociétés dont il est expert comptable. Voilà. Certains experts comptables exercent, en plus de leur activité d'expert comptable, pour certaines sociétés dont ils ne font bien sûr pas la comptabilité, ils exercent le commissariat aux comptes. Ils ont un mandat de commissaire aux comptes. Vous avez, je le signale aussi, parce que c'est quelque chose que vous verrez, voilà, ce n'est pas dans les textes, mais quand on parle de réseau dans les textes de commissaire aux comptes, on pense à notamment des grands réseaux internationaux. Vous avez les grands cabinets d'audit. Ce sont par exemple le cabinet Ernst & Young, c'est le cabinet PricewaterhouseCoopers. Voilà, ça ce sont les grands, il y en a 4 comme ça, on appelle ça les Big Four. Ce sont les grands cabinets. Non, je ne sais pas, je vois passer un commentaire avec lequel je ne suis pas d'accord, mais je ne lui donne pas plus d'écho. Ce sont des grands cabinets, voilà, et donc quand on parle de réseau, c'est notamment ces cabinets que l'on entend. Voilà. Il y a des règles importantes pour éviter que la même entité, voilà, KPMG également, pour éviter que la même entité qui vous contrôle soit l'entité que vous avez payée l'année dernière pour vous dire comment il fallait faire vos comptes. Voilà. On évite ce type de situation avec des règles qui assurent l'indépendance du commissaire aux comptes. Et donc, dernier point sur les commissaires aux comptes, responsabilité des commissaires aux comptes. C'est une responsabilité qui peut être à la fois civile et pénale. Responsabilité civile, oui, le commissaire aux comptes peut engager sa responsabilité parce qu'il ne respecte pas les règles légales, qu'il ne contrôle pas correctement les comptes de la société. Mais
Ça peut être aussi parce qu'ils considèrent que les comptes ne doivent pas être certifiés alors qu'en réalité ils pourraient l'être. Et donc on a des décisions. Il y avait un arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 18 février 2014 qui nous laissait comprendre que le refus injustifié de certifier les comptes de la part du commissaire aux comptes pouvait engager sa responsabilité. C'est une responsabilité qui peut être à l'égard de la société ou de ses associés, mais qui peut être aussi à l'égard des tiers. On a par le passé vu de très grands cabinets disparaître parce qu'ils avaient certifié allègrement les comptes de sociétés dont on se rendait compte ensuite, c'est l'affaire Enron par exemple. Si vous n'êtes pas suffisamment sévère, lucide sur les comptes de l'entité, eh bien vous pouvez engager votre responsabilité. Particularité, l'un d'entre vous pose très pertinemment la question, comment ça se passe quand vous avez une société de commissaires aux comptes et que cette société de commissaires aux comptes, eh bien, le commissaire aux comptes, la personne physique, celui qui exerce véritablement, matériellement la fonction, commet une faute, eh bien, la Cour de cassation juge que la personne physique engage sa responsabilité personnelle, mais ça n'exclut pas, c'est un arrêt de la Chambre commerciale du 23 mars 2010, mais ça n'exclut pas une responsabilité de la société, parce que eh bien, la société, c'est elle qui a le mandat. C'est d'ailleurs assez particulier, cette solution. C'est particulier pourquoi ? Vous avez des sociétés pour lesquelles la loi nous dit expressément, c'est le cas pour les sociétés civiles professionnelles, c'est le cas pour les sociétés d'exercice libéral, même si c'est la société qui exerce la mission. Le professionnel qui commet la faute engage sa responsabilité. Mais là, on a un texte spécial qui nous le dit. L'arrêt de la Cour de cassation du 23 mars 2010, il concernait une SARL, pas une société d'exercice libéral à responsabilité limitée pour laquelle on a un texte spécial, une SARL de droit commun, et la Cour de cassation va considérer que le professionnel, personne physique, qui a fait les actes qui posent problème, engage sa responsabilité. On aurait pu aussi considérer que ça n'était pas la situation normale et que celui qui était le commissaire aux comptes, c'était la société, celui qui avait le mandat, c'était la société, et que seule la société engageait alors sa responsabilité. Mais c'est une solution différente qui a été retenue par la Cour de cassation. Prescription abrégée, puisque c'est la même prescription que l'action en responsabilité contre les dirigeants, prescription de 3 ans, c'est l'article L822-18 qui nous le dit. Attention quand même, il faut préciser que cela joue pour l'action en responsabilité exercée contre un commissaire aux comptes lorsqu'il accomplit une mission qui est une mission légale de contrôle qui relève de sa fonction de commissaire aux comptes. Si vous lui avez demandé d'intervenir hors de sa mission légale, eh bien là, on retombe dans la responsabilité de droit commun et on n'est plus dans cette prescription triennale de l'article L822-18. Vous avez demandé à quelqu'un qui n'est pas le commissaire aux comptes de la société d'intervenir pour faire un rapport ou un audit particulier en plus. Ce n'était pas requis par la loi, mais vous lui avez demandé de faire ce travail, il le fait mal, c'est la prescription de droit commun, ce n'est pas la prescription par 3 ans qui s'applique.
Responsabilité pénale, on l'a déjà pas mal évoqué, cette responsabilité pénale. Vous avez un certain nombre d'infractions particulières. On pourrait même imaginer que le commissaire aux comptes soit condamné pour complicité d'abus de biens sociaux, par exemple, s'il laisse le dirigeant piquer allègrement dans la caisse, voilà, qu'il ne fait rien alors qu'il pourrait signaler le comportement du dirigeant. Après grand A, les commissaires aux comptes, un court grand B, les autres organes de contrôle que le commissaire aux comptes. Quels sont ces autres organes de contrôle? Ce sont deux types d'organes. Il pourrait y avoir dans les SAS des organes particuliers, mais les organes, je vais m'intéresser ici à des organes qui sont visés par les textes et qui sont les comités spécialisés et qui sont les administrateurs indépendants. On va toucher un mot sur l'un et l'autre de ces organes. Comités spécialisés et administrateurs indépendants. Les comités spécialisés, on les rencontre dans les grandes sociétés. Ce sont des organes qui préparent les travaux du conseil d'administration. Donc ce sont des organes qui préparent les travaux du conseil d'administration. Il y en a un particulièrement qui est visé par les textes, c'est le comité d'audit. Comité d'audit, article L823-19 et suivant. Alors non, ce n'est pas le comité d'entreprise. Le comité d'entreprise, ce n'est pas un organe de la société. C'est un organe, entre guillemets, de l'entreprise. C'est un organe de discussion et de représentation des salariés, le CE, donc ce n'est pas un organe de la société. Non, comité d'audit, c'est aussi le comité des rémunérations et comité des nominations. Ça peut être aussi le comité RSE, responsabilité sociale de l'entreprise. Donc ce sont des organes qui regroupent quelques administrateurs, pas tout le conseil d'administration, mais quelques administrateurs, et qui se réunissent en amont du conseil d'administration pour préparer ces travaux. Ça permet d'avoir des administrateurs qui travaillent en petits groupes spécialisés. Et donc, celui qui fait l'objet des textes, celui qui fait l'objet de textes légaux, c'est, même s'il n'est pas appelé comme ça, c'est le comité d'audit. Et je vous cite simplement l'article L823-19. On nous dit que dans certaines sociétés, c'est les entités d'intérêt public, donc c'est surtout les sociétés cotées, mais ça concerne aussi les établissements de crédit, donc les banques, les sociétés d'assurance. Eh bien, dans ces sociétés, un comité spécialisé agissant sous la responsabilité du conseil d'administration ou du conseil de surveillance assure le suivi des questions relatives à l'élaboration et au contrôle des informations comptables et financières. Et on vous dit qu'il faut qu'il y ait des administrateurs il n'y a que des administrateurs dans le comité, mais on ajoute un membre au moins du comité doit présenter des compétences particulières en matière financière, comptable ou de contrôle légal des comptes et être indépendant au regard de critères précisés et rendus publics par l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans les grandes sociétés, il faut qu'on ait plusieurs administrateurs qui forment le comité d'audit et que parmi eux, il y en ait un qui soit à la fois compétent en matière comptable et financière et qui soit indépendant. Ça veut dire quoi un administrateur indépendant? C'est l'autre organe de contrôle que je voulais voir avec vous. On a les comités spécialisés, mais même dans les sociétés où on n'a pas des comités spécialisés, on peut avoir des administrateurs indépendants. C'est quoi un administrateur indépendant? C'est un administrateur qui qui présente, pour dire les choses de manière simple, c'est quelqu'un qui n'est pas rattaché, qui n'est pas salarié, qui n'est pas rémunéré par les actionnaires principaux de la société.
c'est quelqu'un qui n'a pas, si vous voulez, de lien avec les personnes qui contrôlent la société. Et le résultat, c'est qu'au sein du conseil d'administration, il doit pouvoir porter une parole libre. Dans certains pays, par exemple, la fonction d'administrateur indépendant, elle est exercée par des professeurs d'université, parce qu'ils sont rémunérés par l'État, ils ne vont pas être salariés de l'entreprise ou de l'actionnaire principal. Bon, en France, ça n'est pas possible parce que si vous êtes fonctionnaire, vous ne pouvez pas être dirigeant d'une société commerciale en même temps. Mais voilà, pour vous donner, ça peut être d'anciens dirigeants, ça peut être quelqu'un qui serait avocat, va pouvoir exercer ce type de fonction avec les contraintes qui s'appliquent à la profession d'avocat. Bon, voilà, ce n'est pas un organe en tant que tel, mais au sein du conseil d'administration, on a un administrateur dont on sait qu'il est indépendant. Aujourd'hui, on n'a pas véritablement de statut de l'administrateur indépendant. On nous dit que dans le comité d'audit, il faut qu'il y ait au moins un administrateur indépendant, mais on ne nous dit pas qu'il a des pouvoirs particuliers, le droit de poser des questions particulières. Voilà, c'est aujourd'hui, c'est dans les codes de bonne conduite, essentiellement du type code AFEP-MEDEF, où on recommande la présence d'administrateurs indépendants au sein du Conseil. Pourquoi ? Parce que c'est une bonne chose, quand on a un organe collégial, que tout le monde ne soit pas salarié de la société ou salarié des actionnaires majoritaires et du coup ne marche pas d'un seul pas vers le gouffre sans que quelqu'un dise « mais au fait, est-ce que c'est une bonne idée de continuer à exploiter du nucléaire en se soustrayant à tous les contrôles de l'État depuis plusieurs années ? Non, non, mais c'est normal, tout va bien. » Voilà. Donc l'administrateur indépendant, c'est une garantie de bonne gestion. Est-ce que c'est vraiment un organe de contrôle ? Ce n'est pas encore un organe. Viendra un jour où, en droit français des sociétés, on dira que l'administrateur indépendant a une place particulière, a peut-être une rémunération particulière calculée différemment de celle des autres administrateurs et a peut-être une responsabilité différente avec une immunité. Oui ? La nomination, elle va se faire par le même organe, c'est l'Assemblée qui va nommer l'administrateur, sauf que cet administrateur, il va être présenté comme étant indépendant, et une société qui a des administrateurs indépendants ne manque pas de le mettre en avant, parce que c'est une garantie de bonne gouvernance. On passe maintenant à la section 2, qui sera notre dernière section, sur les mutations qui affectent la société. Et on va voir plusieurs opérations, je vais simplement les évoquer ici, et nous explorerons cela plus en détail demain. On a plusieurs opérations, plusieurs actes que peut faire la société. On a évoqué le fonctionnement courant, le fonctionnement normal de la société. Mais il y a des opérations plus exceptionnelles pour la société. La première opération qu'on va voir, c'est la modification des statuts. Ça n'est pas un acte courant de modifier les statuts, mais ça peut être quelque chose que l'on fait finalement assez souvent. Et donc on va voir, pour commencer, les règles qui s'appliquent aux modifications des statuts. Et ensuite, les opérations que l'on va voir, ce sont des opérations qui sont toutes, finalement, des opérations de modification des statuts, mais des opérations spéciales. On va voir une première opération qui est la modification du capital social. Je rappelle que la société a, dans ses statuts, l'indication d'un montant, qui est son capital social. Eh bien, augmenter ou réduire ce montant, c'est une opération qui fait l'objet de règles particulières. C'est du droit spécial, mais on va quand même donner les grands traits de ces opérations d'augmentation ou de réduction du capital social.
Autre opération particulière qu'on verra, la transformation de la société. Quand je constitue ma société, j'ai choisi une forme sociale particulière. J'ai dit qu'on était une SARL ou qu'on était une SAS ou une SA ou une société civile. Je peux décider en cours de vie sociale de changer, enfin nous pouvons, pardon, c'est pas moi le président, vous aussi les petits actionnaires insignifiants, non, c'est pour attirer votre attention, vous aussi les actionnaires, vous pouvez décider, enfin vous, c'est pas vous aussi, c'est vous les actionnaires, en assemblée, vous pouvez décider de modifier les statuts, mais de faire une modification très profonde, c'est-à-dire de changer la forme de la société. L'un d'entre vous pose une question pertinente sur l'administrateur indépendant. Comment peut-on être indépendant si on est membre du conseil d'administration? En fait, c'est indépendant des actionnaires, c'est indépendant de la société. On est une libre parole au sein du conseil. Mais si on est au sein du conseil, on peut garder son indépendance. Imaginons qu'on soit le conseil d'administration. Moi, je suis là, j'ai été nommé administrateur. Je ne suis pas là tous les jours. Quand le conseil d'administration est convoqué, ça peut être quelques fois par an, eh bien, je viens au conseil d'administration et je dis ce que je pense. Oui, je touche une rémunération, mais généralement, ce n'est pas une rémunération qui est ma seule rémunération. J'ai un administrateur, alors dans les très grandes sociétés, on peut être administrateur à plein temps, mais ce n'est pas dit qu'on soit administrateur à plein temps, et l'idée, c'est que si on considère que les décisions qui sont prises sont mauvaises, l'administrateur indépendant doit le dire, et s'il ne veut pas que sa responsabilité soit engagée, il doit s'opposer aux décisions et il doit démissionner ensuite. Et c'est ça son pouvoir de contrôle, c'est que lui va dire « je ne suis pas d'accord, on ne devrait pas faire ça », et éventuellement il va dire ben « moi je m'en vais et vous n'aurez plus votre administrateur indépendant ». Dans une société, si l'administrateur indépendant démissionne, ce n'est pas un super message à envoyer à l'extérieur. Pourquoi notre administrateur indépendant est-il parti ? Il avait affaire, voilà, il avait d'autres activités. Bon. Donc, les mutations de la société. Modification des statuts, c'est le premier point qu'on va voir. Deuxième point qu'on va voir, augmentation, réduction du capital social. Troisième point, le changement de forme sociale. On modifie les statuts de manière importante puisque on dit qu'on a constitué non plus une SARL, mais une société par action simplifiée, par exemple. Et puis, autre opération qu'on va voir, les fusions, scissions et apports partiels d'actifs. Donc, fusion, scission et apport partiel d'actifs. Et la dernière opération que l'on verra pour tirer le rideau, ce sera la dissolution de la société. Ça, finalement, a une certaine logique. Donc, dissolution de la société. Est-ce que c'est une modification des statuts? Alors, il y a des causes de dissolution qui sont décidées par le juge, enfin, des dissolutions qui sont décidées par le juge ou qui sont automatiques, mais en principe, enfin, le plus souvent, c'est une modification des statuts parce qu'on avait prévu une société qui durait jusqu'à une certaine date. Si on décide de la dissoudre, c'est qu'on modifie finalement la date de dissolution. Donc ça revient à une modification des statuts. Voilà ce que nous verrons demain, chers amis, pour notre dernier cours. Merci beaucoup. Merci à vous aussi.